Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Modern Rider, le premier podcast équestre hispanophone et international qui réunit le sport et le horsemanship. Un lieu privilégié pour découvrir des interviews inspirantes avec certains des meilleurs professionnels du secteur pour nous aider à devenir de meilleurs cavaliers, plus conscients et responsables. Alors on est de plus en plus nombreux à se retrouver dans cette position un peu inconfortable, quelque part au milieu, où on essaie de concilier notre amour du sport avec une exigence qui grandit, celle de placer vraiment le bien-être du cheval au cœur de notre pratique. C'est d'ailleurs de là qu'est né ce podcast, et c'est ce que reflète aussi la pression sociale croissante que vit aujourd'hui toute la filière équine. Mais cette question, elle est loin d'être simple. Elle l'est d'autant moins quand on en vit, quand on est professionnel, quand les chevaux sont sur le terrain chaque semaine et qu'on est confronté chaque jour aux paradoxes et aux incohérences entre ce vers quoi on essaie de tendre et ce qui se passe réellement. Entre les discours, ceux des fédérations, de certains cavaliers de haut niveau qui continuent d'affirmer que si le cheval performe à ce niveau, c'est qu'il va bien, et la réalité que vivent ceux qui, eux, essaient vraiment de suivre les recommandations scientifiques et de faire mieux. C'est précisément pour ça que j'avais envie d'inviter Cassandre Malherbe aujourd'hui, une cavalière de CSO d'origine belge, ancienne membre de l'équipe nationale de complet, végane et bien sûr compétitrice. Elle fait partie de ces électrons libres qui avancent dans le sport avec leurs convictions, sans prétendre avoir toutes les réponses, mais en refusant de fermer les yeux. Dans cet épisode, elle nous raconte ce que ça veut dire concrètement, les compromis, les tensions et ce qu'elle voit depuis l'intérieur. Alors montez le volume et installez-vous confortablement pour écouter cette nouvelle interview passionnante. Bienvenue Cassandre dans le podcast de Modern Rider. Je suis très contente, comme je Merci. te disais en off juste avant de t'avoir aujourd'hui pour papoter un peu. Et puis comme je te disais, ton nom est ressorti quelques fois dans les recommandations de personnes que les auditeurs aimeraient écouter. Donc je suis sûre que ça fera des heureux et je pense qu'on a pas mal de choses à se raconter, enfin toi surtout. C'est Donc gentil. voilà, Merci de hâte de m'avoir. t'écouter. Pour commencer, question très simple. J'aime bien demander simplement aux personnes de se présenter un peu comme ils le souhaitent et surtout savoir un peu comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, je suis initialement, moi, cavalière de complet d'il y a très très Ok. longtemps. J'étais vraiment, quand j'étais jeune, très très loin dans le sport, en tout cas jusqu'à mes 17 18 ans. J'étais dans l'équipe nationale plusieurs fois. On a fait trois sélections championnats d'Europe. Donc c'était vraiment toute ma vie. Puis j'ai fait un gros break de quasiment 10 ans où j'ai juré ne plus jamais vouloir voir un cheval. Et puis me Ah voilà, oui. ouais. Et là, me voilà encore une fois depuis 10 ans en plein dedans, à nouveau, mais cette fois-ci en CSO. Ok. Et ouais, on a beaucoup de choses ont changé depuis mes années de complet, beaucoup de choses ont évolué. Et, et là, je suis un peu, pour le dire grossièrement, le cul entre deux chaises parce que j'ai ce côté qui veut faire le plus naturel possible et en plus, je suis végane, donc voilà, monter à cheval, c'est techniquement quand même pas végan. Et voilà. Et puis il y a l'autre côté le côté sport où je suis une vraie compétitrice et j'aime vraiment la compète. Mais il y a aussi énormément de choses qui me déplaisent, que ce soit enfin, on va en parler sûrement, mais il y a Oui. énormément de choses qui font que le sport est devenu pour les chevaux vraiment un truc absolument néfaste et j'ai pas envie de supporter ça. Mais d'un autre côté, moi, ma vie, c'est d'être dans la piste, quoi. Monter à la maison, je le fais par devoir. Enfin, c'est presque une corvée, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment. Ok. J'aime mes chevaux, mais j'aime les chevaux comme j'aime mes chiens, comme j'ai pas un amour j'ai un amour des animaux en général. Maintenant, Mhm. monter à cheval, c'est vraiment pour la compète et pour gagner, mais pas à n'importe quel prix, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a éloigné du complet? Je sais pas, en fait, je me suis éloignée du sport tout entier, pas spécifiquement du complet.
À 17 ans, avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Après, j'étais extrêmement chanceuse. J'avais les meilleurs chevaux, les meilleurs entraîneurs, ma famille qui me suivait aux quatre coins de l'Europe pour aller faire tous les inters, etc. J'étais une jeune fille extrêmement chanceuse et je m'en rendais absolument pas compte à cette époque-là, évidemment. Mais voilà, moi, mes copines à cet âge-là, les week-ends, elles avaient plein de trucs à se raconter le lundi, elles étaient allées faire la fête avec les copains, etc. Et moi, j'étais toujours celle qui était jamais là à l'école, jamais là les week-ends on est toujours à cet âge-là, quand on a 17 ans, on est encore un peu faible, un peu fragile, et on veut faire comme les copains, et on se retrouve un peu vite hors du cercle. Et puis, c'est des efforts, c'est beaucoup de se lever à 4 heures du matin, surtout en complet. Le complet, c'est hardcore quand même, comparativement au CSO. Hmm. Les recos de cross dans la boue à 5 heures du mat, enfin, c'est dur. Et quand on a 17 ans, et bah, voilà, devenu trop dur, je pense. Et puis, quand j'ai repris, j'ai voulu refaire quelque chose de plus faisable, d'un point de vue logistique. Même Ok. si j'adore le complet et que si on me dit demain, tu vas aller faire un complet, je serai la plus heureuse du monde. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même logistiquement parlant, c'est beaucoup plus simple. On peut partir en concours, on peut partir le matin, revenir le soir, amener 8 chevaux. On a fait plaisir à 8 propriétaires où on a développé nos propres chevaux, etc. En complet, on part 5 jours au bout du monde et on a un cheval. Mercredi, visite veto, le dressage. Puis le jour d'après, il y a trotting. À l'époque, il y avait trotting routier, trotting, cross. Puis encore un jour off, visite veto, CSO. Enfin, c'est un truc qui te bouffe facilement 5 jours. Et puis, pendant ce temps-là, rien d'autre se fait. Et t'es parti avec 3 tonnes d'équipement. Enfin, logistiquement, c'est plus lourd quand même, Plus le lourd. complet. Ouais, ouais. Et donc, t'es parti assez naturellement vers le saut d'obstacle. Ça aurait pu être le Ouais, dressage. ouais, mais non. Non, non, non. Déjà, je trouve que le CSO, comparativement au complet, c'est... Allez, je vais pas dire boring, mais bon, il y a moins d'adrénaline, ça c'est sûr, que sur un cross. Hmm. Mais non, quand même, il faut que ça aille vite et non, non, le CSO. Mais après, j'adore hein, le CSO. Mais Hmm. rien ne vaut un cross. Je pense que ça, tous ceux qui en ont fait le diront. Ok. Et donc, quand as remis le pied à l'étrier, Ouais. euh, donc j'imagine qu'à cette époque-là, là, tu me disais non, enfin, enfin, t'es revenu petit à petit, ou t'avais déjà en tête que toi, tu voulais te consacrer ta carrière aux chevaux? Mais j'ai toujours eu cette notion depuis petite. Il y a une vidéo de moi où j'ai 8 ans et on me demande ce que je veux faire plus tard. Je suis au jumping de Monaco avec mon poney Scratch. Et Oui, c'est ouais, ouais, précis. c'est vraiment moi, haute comme 3 pommes et on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je veux être cavalière professionnelle. Enfin, c'est sûr et il n'y a pas d'hésitation. Donc ça a toujours été là. Mais le CSO, non, c'est revenu progressivement. En fait, quand on a vendu ma toute bonne jument de complet, on l'a vendue avec une clause. C'est mon papa qui a eu l'idée de mettre une clause dans le contrat selon laquelle, quand sa carrière sportive serait terminée, qu'elle commencerait à faire de l'élevage, à pouliner, le premier poulain serait pour nous. Hmm. Et un jour, moi, je suis à Paris et pas du tout avec la tête dans les chevaux à cette époque-là. Et on m'appelle et on me dit, est-ce que tu veux toujours ton poulain? Et puis là, voilà, c'est reparti pour 20 ans, quoi. Ok, donc c'est Voilà. reparti avec un cheval en fait. Ouais, ouais. Au début, bon, ça a duré très peu de temps, mais pendant quelques mois, j'avais vraiment une jument que j'avais dans un endroit où je payais un box enfin, vraiment comme n'importe quel propriétaire aurait son pompon au centre équestre, voilà, Du du coin, coin, ouais. quoi. Et puis cette jument, c'est peut-être que s'il avait été mauvaise, les choses auraient été différentes, mais elle a 5 ans, elle a gagné absolument toutes les épreuves de 5 ans, enfin c'est du jamais vu. Encore aujourd'hui, il n'y a aucun cheval qui a fait ça. C'est la meilleure 5 ans au monde en 2016 et le nombre de victoires, c'est-à-dire que chaque épreuve si elle passait le 1, elle gagnait quoi, enfin elle était incroyable. Mhm. Et puis de là,
Le propriétaire m'a passé une jument, et puis une autre, et une autre, et puis on a fait un peu d'élevage avec d'autres juments que j'avais, et puis on s'est retrouvé avec des poulains, et maintenant on en a 30 à la maison. Ah oui, quand même. Et donc l'idée là, c'est un petit peu concrètement de parler de bien-être du cheval dans le sport, justement. Toi, c'est une notion que tu as toujours eu très en tête. Est-ce que ça a fait partie de tes priorités dès le départ ou est-ce qu'il y a eu une évolution? Il n'y a pas eu de déclic. Dans mes années de complet, je me suis jamais posé. Après, j'étais jeune, mais je suis sûre que ma toute bonne jument avec laquelle j'ai le championnat d'Europe, elle mangeait le grain pourri de l'écurie où on était. Là, tout ce qui était nutri, podo, ou même juste les comportements en général, tout le côté horsemanship, tout ça, ça m'intéressait absolument pas. Mais parce que je me suis en fait jamais posé la question. C'était comme ça, ma jument était au box 22 heures par jour. Et à l'époque, ça me paraissait tout à fait normal. Et maintenant, jamais de la vie, je voudrais qu'un de mes chevaux vive comme ça. Mais voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais l'autre jour, il y avait un Facebook, un souvenir Facebook là, et c'est une photo d'il y a 8 ou 9 ans, et je suis en Pelham allemande. Joyeusement, sans me poser de, sans me poser de questions plus que ça. Donc c'est quand même quelque chose, c'est venu vraiment très très progressivement. Mais chaque fois plus et chaque fois je me pose de plus en plus de questions et je m'intéresse à plus en plus de sujets. La podo, ça a été vraiment un truc où je me suis vraiment plongée dedans. Après, pour donner des exemples, tout ce qui est nutri, tout ça, jusqu'à il y a 5 4 5 ans, c'était pas particulièrement... je, enfin, je me posais pas la question de balancer le cuivre avec le zinc et de si les régimes sans grains, tout ça, je savais même pas ce que c'était. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est venu petit à petit. Le saddle fitting, par exemple, ça c'est un truc, ça c'est mon truc de cette année. Chaque année, j'ai un peu un truc que je me Une plonge. nouvelle lubie. Ouais, une nouvelle vie. Et en fait, je me rends compte que ça fait des années que je suis en train de casser le dos de mes chevaux avec des selles qui sont très belles et très très bien, des très belles marques très connues. Mais en fait, et donc on apprend, on apprend, on apprend. Et enfin, on s'éloigne un peu des autres, quoi, parce que là, enfin, oui, on se sent un peu seul, clairement. Parce que là, je suis dans par exemple, un concours inter où il y a quand même des très, très, très bons chevaux, certainement bien meilleurs que les miens. C'est 1 000 € pour être ici par cheval pour une semaine minimum. Et pourtant, on se balade dans les... Enfin, moi, je marche beaucoup mes chevaux, etc. Donc, j'ai toujours un œil qui traîne sur les... J'aime bien regarder ce que les gens donnent à manger à leurs chevaux. J'ai toujours un petit... Et puis, je vois les sacs, et c'est genre l'équivalent de... Enfin, non, je vais pas dire de marque, mais... Enfin, c'est des trucs abominables avec 30% d'amidon, du maïs, du soja et du blé. Et c'est des chevaux qui vont faire des épreuves. Enfin, on leur demande quand même des trucs. C'est pas tempête, quoi, hein. C'est quand même des bons chevaux qui sont dans des et je me demande comment les gens arrivent à faire le sport à un niveau si important sans avoir aucune connaissance de base sur l'animal avec lequel ils travaillent, en fait. Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à cette phrase qu'on entend assez régulièrement, qui est de que les chevaux en fait qui concourent à ce niveau ne pourraient pas le faire s'ils Ouais, n'avaient pas en fait tout c'est en ça, règle. Enfin, c'est ça. c'est difficile C'est dur à d'expliquer. entendre ça, parce que quand on voit les photos, les vidéos des chevaux qui sont au JO en dressage, qui ont les sabots, les talons complètement contractés, ce sont des sabots qui est le mot scientifique pour décrire ces sabots, c'est pathologique. Et ils font des reprises de dressage CDI 5 étoiles et ils sont acclamés, etc. Non, ils ne vont pas bien. Non, ils ne sont pas. Alors oui, ils vivent dans des écuries qui valent beaucoup d'argent avec le box à 50 000 € et le machin et 3 groupes. Mais et ils sont pas. C'est pas parce qu'ils concourent à un certain niveau que tout va bien. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ils disent oui, mais sinon, elle gagnerait pas sinon. Ou ils gagneraient pas sinon. Les chevaux, on les voit au warm-up, ils sont raides boiteux.
Encore Mm. récemment, il y a eu des grosses polémiques. Enfin, on a vu deux chevaux, celui de Brach et Vogel, là, ils sont sur trois pattes, littéralement sur trois pattes. Et, euh, et voilà, mais en fait, le problème, il revient, c'est toujours la même chose. Si l'organisme qui est fait pour les protéger, c'est-à-dire la FEI, fait tout l'inverse, enfin, selon la FEI, vu que la jument en question, je pense, avait fait deuxième ce soir-là, si elle saute, si elle a fait deuxième, c'est qu'elle allait pas si mal que ça. Voilà la Mm. réponse du président de la FEI. Donc C'est bon, terrible. ouais, ouais, Et alors, c'est. comment tu expliques que toi, les infos soient arrivées? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que y ait cet intérêt qui naisse? Parce que ce que tu disais avant, c'est venu aussi progressivement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es ouvert à tout le côté podologie et puis sûrement à d'autres choses après? Euh, J'ai juste commencé à, je pense, me poser des questions vraiment, chose que je j'avais jamais vraiment fait avant. Il s'agissait d'aller en concours et de gagner. Et bien sûr que j'aimais mes chevaux. J'étais pas la personne il y a 10 ans qui avait ses chevaux au placard 22 heures par jour. J'étais pas une moins bonne personne. J'aimais mes chevaux aussi, mais je me suis juste pas posé 36 000 questions. Et puis maintenant, quand même, là, je pense que l'Internet, on a des informations. Est-ce que on nous donne des informations et qu'on a accès à tout ce savoir et qu'on décide de rien faire avec? Bon, c'est un choix. Après, voilà, c'est ça l'éthique aussi. C'est pas toujours de tout faire parfaitement, mais c'est à partir du moment où on ne sait pas, c'est pardonnable. Quand on sait, faut prendre les bonnes décisions. C'est ce que mhm, j'essaye de faire, mais c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être mieux. Mais chaque jour, peut-être que ce que je fais aujourd'hui, dans 10 ans, je qualifierais ça d'abus et que c'est non mais vraiment parce que voilà là aujourd'hui mes chevaux ils n'ont pas demandé d'aller sauter une épreuve faire s'enchaîner 15 efforts le voyage en camion c'est stressant je vois bien ils arrivent dans les box ils tournent parce qu'ils sont pas chez eux ils ont du stress ils ont la diarrhée ils ont des ulcères c'est une forme d'abus même si on fait tout pour qu'ils aient toujours du foin, tous les compléments possibles pour que voilà qu'ils aient toujours qu'ils aillent au pré avec les copains la seconde où ils arrivent à la maison et qu'on les marche 20 fois par jour, on les sort du box le plus, on fait tout ce qu'on peut, on les marche deux par deux parce que sinon ça crie, enfin on prend vraiment beaucoup de précautions, mais au final, emmener des chevaux en concours c'est un stress et certains sont pas forcément bien physiquement, même si on trouve rien sur papier, mais moi en tant que cavalière, une jument qui me met un coup de cul en réception d'obstacles elle est en train de me dire des choses. Alors, d'un côté, on cherche, on met tout le temps, tout l'argent, toute l'énergie pour trouver, pour qu'il soit mieux, mais les vétérinaires sont pas souvent, n'ont pas toutes les réponses. Donc en attendant, il faut quand même continuer à faire. Enfin voilà, il y a un programme là. Ils ont, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils doivent faire les épreuves d'âge. C'est quand même très demandant par rapport à leur jeune corps. Donc voilà, on est toujours, c'est difficile. c'est un cheminement, oui. Ouais. Et donc, pour parler de ce cheminement, justement, tu m'as parlé du côté podologie. Et c'est marrant parce que, alors, je sais pas si c'est venu par là, mais moi, ça a été un gros déclencheur chez moi. J'avais fait une Ouais. formation d'initiation à la podologie équine et donc ça m'a mené à la nutrition et à plein de choses. Toi, du coup, comment ça s'est fait? Comment t'es arrivé là? Est-ce que ensuite tu t'es formé? Tu t'es dit, tiens, je vais tester sur tel cheval. Comment tu t'es fait accompagner? Ça a été quoi le process? En fait, cette toute première jument dont je te parlais avant, celle à qui j'ai commencé, qui gagnait tout. Celle-ci, elle est très bien pieds nus. Et c'est que là, parce qu'en fait, en complet, avec le cross, les chevaux sont automatiquement ferrés parce qu'il faut des crampons et il n'y a pas vraiment c'est même pas une option. Hmm. Et puis là, je me suis dit, bah finalement, on saute quand même que sur du sable et pourquoi mettre des fers? Et puis de là, j'ai commencé à recevoir des chevaux, certains étaient ferrés. J'ai commencé à vouloir déferrer. Et ça se passait parfois très bien, parfois c'était plus long. Et j'ai juste commencé à me renseigner, puis j'ai rencontré un podologue qui s'appelle Rafa Caparros, qui est aussi un super type qui m'a appris plein de choses, notamment en nutri.
Euh, il me disait, mais le muesli, là, que tu leur donnes, c'est Mhm. bourré de sucre. Moi, je rajoute du yaourt et je mange ça pour le petit-déj. Et moi, j'étais choquée. Je disais, c'est la meilleure marque, c'est le truc super performe machin. Enfin, tu sais pas, j'avais aucune idée de rien. Lui, il a commencé à ouvrir un peu mes yeux. Et puis, mais ça s'est fait beaucoup. C'est moi-même, en fait, juste en cherchant. J'ai aussi une super podo en Belgique qui s'appelle Marie-Eugène, qui est une femme pleine de savoir et surtout en nutri. Et oui, petit à petit, ça s'est fait. Mais c'était pas du jour au lendemain, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, à la maison, comment ils vivent tes chevaux? Alors, ils vivent dehors, comme on peut l'imaginer, avec le système qu'on a. Après, quand c'est la saison des concours là et que il fait froid la nuit et qu'ils sont tondus, ils vont au box la nuit. Mais en général, allez, 80% de l'année, ils dorment aussi dehors, en petits groupes. Euh, mais ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris que c'était nécessaire à leur bien-être. Enfin, je veux dire, c'est la science qui le dit, c'est pas moi ni toi. Enfin, au bout d'un moment, il faut écouter la science et c'est pas possible C'est d'immobiliser un difficile, hein, cheval. c'est pas facile pour tout le monde, même Ouais, si on... clairement, clairement. Pourtant, l'info est là. Donc, au bout d'un moment, il faudrait peut-être l'écouter. Et les tendons, les articulations, on peut pas immobiliser un corps 23 heures par jour, puis lui demander d'aller sauter 1,50 m ou même 1,30 m. Enfin, je veux dire, c'est un jour ou l'autre, ça va péter, c'est inévitable, mais les gens ont peur parce que ils protègent leur investissement, évidemment. Ils ont mis beaucoup d'argent dans un cheval et ils veulent pas que ça se casse. Mais donc oui, beaucoup de prairies, ça c'est, je pense, un peu évident. Ce qui est moins évident et ce qui surprend un peu plus les gens en général, parce que ça, j'ai pas entendu que beaucoup de gens le faisaient. Notre manière de travailler, en fait, les chevaux, ils travaillent essentiellement 3 fois par semaine. C'est des chevaux qui vont en concours, qui sont actifs, qui font vraiment un vrai calendrier de compétition comme n'importe quel cheval le ferait. Mais à la maison, en fait, je vois pas l'intérêt. Au début, oui, il faut mettre un langage. Là, par exemple, j'ai récupéré une jument il y a un mois d'un client qui est verte, 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 qui doit faire le Sunshine Tour maintenant. J'ai un mois, ben là, elle a sauté 2 fois par semaine, même si c'est des toutes petites hauteurs, mais 2 fois par semaine, elle a sauté parce qu'il faut mettre le langage entre nous deux, établir une communication pour qu'on puisse aller sauter en concours sans que ce soit atroce. Mais une fois que ça c'est fait, et en général avec mes chevaux, enfin ceux que j'ai débourrés moi-même, etc., c'est au cours de la quatrième année, plus ou moins, début, milieu, fin de 4 ans, en fonction de s'ils sont matures ou pas. À partir de là, j'allais dire je les monte plus, c'est pas vrai, mais presque, c'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire, on se connaît, on a notre langage. Je vois pas l'intérêt d'aller faire des serpentines au trot tous les jours. Ils bénéficient beaucoup plus d'être auprès avec leurs congénères, etc. Donc ils font une semaine typique, c'est une fois une longe, un jour off, un jour monté, un jour off, et puis le troisième jour, c'est soit promenade, trotting dans les bois, ou un truc style travail à pied, ou quelque chose comme ça. Mais donc vraiment la selle sur le dos et travail en piste, c'est une fois par semaine. Ce qui est en fait extrêmement peu comparé aux autres chevaux qui ont le même calendrier, entre guillemets. Mhm. Mais c'est mon système que pour l'instant, peut-être qu'un jour je le changerai, mais Ça te je trouve que réussit. les chevaux sont plus frais, ils ont plus envie de sauter. Et quand ils n'ont pas vu de barre depuis quelques jours, je vois pas l'intérêt de faire 20 fois la même chose, une fois ils connaissent leur job, en fait. Ok. Et comment ça, comment dire? Est-ce que les propriétaires avec qui tu collabores, eux, il y a des questions parfois par rapport à ce mode de vie, parce que finalement, c'est pas tout à fait la norme, quoi. Ça devrait, mais ça ne l'est Non. pas. Mais la plupart des gens, pas tous, mais la plupart viennent à moi parce que ils ont Hmm. cette mentalité-là. Donc,
je vais jamais avoir le propriétaire classique du cheval en boxe comme client. Maintenant, c'est vrai que il y a certaines choses, il y a quand même des gens qui disent ah mais il travaille pas assez ou mais quand même ok oui mais là après mais alors toute seule hein, parce que enfin j'ai quand même encore ces petites réticences là. Et ou enlever les fers aussi, c'est difficile, mais alors parfois on fait des compromis, on enlève les postérieurs et puis il voit que le cheval ne s'effondre pas, que tout va bien et petit à petit on peut. Mais ouais, il faut y aller doucement, ce qui n'est pas toujours mon fort d'ailleurs. Mais, mais oui, en général, les gens qui viennent à moi, c'est parce qu'ils ont cette mentalité-là. Parce que sinon, des cavaliers, il y en a plein qui vont en concours et qui prennent des chevaux. Après, le commerce, c'est aussi pas trop mon fort. Enfin, c'est-à-dire que la partie vendre, c'est pas ce que je fais le mieux, ça c'est sûr. Mhm. Euh, donc voilà. Et il faut quand même que ce soit des gens très, très nature dans leur manière de penser Dans pour que leur ça fonctionnement. fonctionne. Ouais, évidemment. Et quand tu discutes, parce que en fait c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec des profils comme le tien, parce qu'effectivement tu sens aussi une sorte de cassure quoi, entre la philosophie que tu as adoptée, et le côté sport, et en même temps de te retrouver dans... Enfin, il y a sûrement d'autres électrons libres comme toi Ouais. sur les parcours, et c'est sûr. Mais comment tu... Est-ce qu'il y a des échanges qui se font? Est-ce que parfois tu vois qu'il y a un certain intérêt des personnes qui vont demander, te poser des questions peut-être? Comment ça se passe un petit peu dans les coulisses des concours? Quelles sont les conversations? Parce qu'on surtout aujourd'hui, en fait, c'est au cœur du débat. On voit ça Ouais. partout. Chaque jour, il y a des nouvelles choses qui sortent. La FEI Ouais. essaie de mettre des règles en place. Ça vient, ça Ouais. part, on sait plus trop. Donc, j'imagine qu'il y a forcément des interrogations par rapport à ça, et des questionnements sur le fait de est-ce qu'on s'adapte, comment on s'adapte, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse, qu'est-ce qu'on attend de nous. Euh, Comment ça se passe? Mais de ce que je vois, je trouve que il y a deux mondes. Il y a le monde du grand public où les gens commencent vraiment à ouvrir les yeux mais il suffit de regarder en dessous d'un post de la FEI les commentaires sur les reprises de dressage, etc. Les gens commencent à voir que les chevaux sont en inconfort Oui. total et le nombre de commentaires style Shame on you, FEI, enfin, vraiment des commentaires violents, des gens qui sont furieux, à juste titre d'ailleurs, et qui sont extrêmement majoritaires, ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Euh, et donc il y a ce monde-là qui ouvre les yeux, etc. Et oui, le grand public, j'ai envie de dire. Et puis le monde dans lequel je me trouve, j'ai l'impression qu'on est tellement dans une bulle. Enfin, en tout cas, ces gens-là sont... Moi, j'ai un pied dans chaque, mais les gens qui sont dans ce monde ici, ils sont complètement... ils se sentent presque touchables, je pense. Et sûrement qu'ils le sont, parce que la FEI, au final, elle protège ceux qui abusent des chevaux et ceux qui font du mal aux chevaux. Ça s'est vu et revu. Enfin, on a plein d'exemples qu'on peut citer ou pas, mais voilà. Mhm. Euh, Il n'y a pas vraiment de prise de conscience de il faut faire mieux, il faut changer notre manière de faire. C'est plutôt, mais est-ce qu'ils sautent des grands prix? Eux, non. Donc, ils n'ont rien à dire. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir dire que la cuisine manque de sel ou, enfin, ces gens-là, ils ont une paire d'yeux et ils voient quand un cavalier met un cheval en hyperflexion pendant 30 minutes avec le nez dans le poitrail et les yeux qui lui sortent des orbites. Maintenant, ils le voient, ça, grâce à l'information, grâce à plein de choses. Et le fait que ça dérange, mais en même temps, euh, ils Il ont n'y a pas pas de, trop de ces gens-là, réaction. non. Ouais, ils sont tellement dans leur monde et dans leur bulle élitiste qu'est le sport que ceux qui critiquent, ce sont c'est ce qu'on entend tout le temps, hein, oui, mais ce sont des gens qui savent pas monter et qui sont sur leur sofa et ok, sauf que ils ont raison. Ouais, mais c'est quand même intéressant parce qu'après, tu vois des profils qui adoptent une philosophie plus proche des besoins des chevaux, enfin, en termes de, enfin, voilà, À haut niveau, comme qui? d'équilibre. Alors.
je sais, c'est difficile à dire quand t'es pas directement là-bas, parce que tu as l'image qui est renvoyée et tu as ce qui se passe après Bien directement sûr, dans oui, les oui. écuries. Mais par exemple, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Grégory Cotard, qui est Ouais, dans le podcast aussi. Après, ouais, c'est vrai que lui, il avait l'air de dire aussi qu'il était un petit peu électron libre dans sa manière enfin, dans le sport, quoi, mais qui ouais, est quand même qui est à ouais, très haut ouais, niveau, ouais. enfin à haut niveau. Bien sûr. Oui, il y a Et... Victor Bettendorf aussi qui est plutôt, plutôt nature, en tout cas dans sa manière de monter, qui est pas contre le cheval tout le temps, ce qui est Oui, déjà, il est même plutôt en selle, il est plutôt incroyable. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'à haut niveau, les exemples manquent. En fait, finalement, les gens dans ce sport, le, 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 le truc numéro un, c'est quand même de vendre. ok. Et moi, je comprends, après, voilà, le pied nu, moi, je suis hyper tout ce qui est nature, etc. Mais je comprends que celui qui rentre un cheval en janvier et qui veut le vendre en mars, il va pas commencer à se poser la question d'enlever des fers, de machin. Une transition, ça peut prendre 11 mois. Dans le pire des cas, heureusement, ça va plus vite souvent, mais ça peut prendre quand même presque un an. Je comprends que les marchands qui sont là pour vendre vite et bien n'ont aucun intérêt à ce que les pieds soient sains ou à ce que les chevaux mangent de la fibre ou et voilà, on met du grain, ils vont être bien costauds. Les organes à l'intérieur, ça ne se voit pas parce qu'on n'a pas la vision rayon X. Donc tant que les chevaux ont l'air bien comme des petits taureaux là pour partir en concours avec le poil qui brille, peu importe comment on arrive à ça, mais il faut qu'on arrive à ça vite et que le cheval obéisse vite parce qu'il faut qu'il soit vendu. Donc c'est Bellam, Reine Allemande en général, c'est la combo gagnante, beaucoup de grains et dans 2 mois c'est le problème d'un autre qui lui payera après pour tout ce que le Les cheval a erreurs. fait, mangé, etc. Mais bon, ça c'est plus leur problème, donc c'est beaucoup de ça en fait. C'est fou d'un côté parce que on peut comprendre cette logique, même si elle est terrible. Ouais. Mais d'un côté, tu te dis, si tu réfléchis en termes d'entreprise, c'est comme si tu vendais, enfin, tu vends du défectueux un petit peu, tu sais, genre, enfin, c'est comme si t'achetais. Alors, c'est horrible comme comparaison, Ouais, mais ouais. vraiment, si on parle en termes de business, parce que si c'est ça la question, Mm. tu te dis, t'as quand même, je sais pas, ta réputation, ton expérience client, je sais pas. Enfin, si on parle de ça, si on se dit que ça peut être, c'est la cause qui fait qu'il faut aller vite, vite. Je me dis, moi, si j'ai une boutique, enfin, qui Ouais, revend ouais. par exemple des voitures de seconde main, hop là, tu sais, je cache le faux et après ils se débrouillent. Mais finalement, ça impacte quand même à un moment donné l'image ou pas? Ouais, Ou c'est sauf différent dans que le cheval? il y a deux trucs. Premièrement, bah, la majorité des chevaux qui vont être vendus sont, comme tu dis, des produits défectueux. C'est horrible à dire, mais c'est la réalité. Mais un cheval, pour qu'il commence à montrer ses défaillances physiques, mentales, etc., quand il passe d'un système à un autre, c'est pas immédiat en général. Donc souvent, le cavalier va reprendre et au début, ça va peut-être aller. Et donc, il y a toujours ce truc de oui, mais ça allait avec moi, ça allait au début, le problème, c'est toi. Euh, et ça, c'est un. Et numéro deux, souvent les gens qui achètent les chevaux de ce type de marchand-là sont un peu dans les mêmes systèmes eux-mêmes, puisque souvent c'est pour revendre eux-mêmes ou ils sont aussi dans le. C'est pas des gens qui vont revoir tout le programme Nutri, c'est pas des gens qui vont. Soudainement, le cheval, il va pas aller au pré. Enfin, je veux dire, il va rester un peu dans le même environnement. Mhm. Et j'avais une fois une conversation avec Aurélie de Mévius, c'est la fondatrice de Aquila Farm. Et elle m'a dit un truc super intéressant parce que j'avais l'impression que quand je récupérais des chevaux de système plutôt très mauvais, ou en tout cas les chevaux mangeaient du maïs, sortaient pas du box, étaient sautés. Enfin, nous on les marche 20 minutes avant même de prendre une foulée de trop, on fait hyper gaffe. Là, les chevaux ils sortent du box, 9 minutes après ils sautent déjà le premier vertical et au bout d'un quart d'heure ils sautent 1,50 m, puis retour au box jusqu'à on sait pas quand. Enfin, c'est vraiment ça leur vie. Alors on se dit que ces chevaux, on va les récupérer, on va les mettre au pré, on va leur donner du foin, on va leur donner des trucs, en fait, leurs besoins de base, en fait. Hein, c'est pas fou ce qu'on fait, c'est juste respecter des Mhm. besoins naturels. Mais on se dit,
ils vont blossom, comment on dit en français, ils vont s'épanouir et physiquement et mentalement, on va trouver un autre cheval. Et en fait, systématiquement, j'ai trouvé que c'était pas le cas. Et j'en parlais avec Aurélie, elle me dit oui, mais ces chevaux-là, ils sont dans des systèmes atroces, mais tout est consistant. Ils mangent mal, ils travaillent mal, leur vie, enfin voilà, ils voient pas la lumière du jour. Et ils arrivent dans un environnement où tout d'un coup ils sont écoutés, où un peu on leur laisse nous montrer ce qui va pas, entre guillemets. Et c'est comme si d'un coup il s'effondrait et que petit à petit, il se décomposait en fait sous nos yeux. Et alors, ah bah tiens, il y a une petite boiterie là, il y a ça, il y a des problèmes de respiration, il y a des trucs qu'on n'aurait peut-être jamais vus si on les avait gardés dans un régime, dans le régime atroce dans lequel ils étaient. Mais simplement le fait de les laisser s'exprimer, de les laisser être cheval et qu'ils reprennent un peu, qu'ils sortent de leur, en anglais, il y a un mot pour ça qui est learned helplessness. Je sais pas en français comment tu le traduirais, mais tu sais, Oui. en D'ailleurs, gros quand beaucoup ils en sont ce des moment. coquilles vides, quoi. Ils sortent de leur corps parce qu'ils savent, Oui, ils se font tellement c'est taper dessus que ils acceptent tout et enfin, il y a plus personne, quoi. Et la alors quand tu les, résignation. oui, la résignation, on peut dire, oui, c'est bien. Et quand tu les fais revenir, en fait, je sais pas comment dire ça autrement. Tout d'un coup, ils se rendent compte que, ben, en fait, moi, j'ai des tensions que je garde dans mon dos ou dans ma truc depuis 3 ans et il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort, il y a tout qui remonte à la surface. Et ouais, comme quoi, ces chevaux-là, donc, pour répondre à ta question, ils ont beau être vendus. Souvent, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, ils restent dans le même système, ils restent dans le même moule. Donc, voilà. Mais pourtant, toi, tu vis quand même des chevaux, non, avec ton système. Oui, mais on a quand même, enfin, on vend peut-être un cheval ou deux par an, euh, ce qui est très peu, mais on essaye, quand c'est des bons chevaux, bah, ça permet quand même de tenir un moment. Euh, on a quelques clients à la maison pour des cours et comment on dit en français, des pensions, simplement. On fait un peu de la réhabilitation, des trucs comme ça. Donc ça, en fait, on a différentes sources de revenus, mais c'est vrai que vendre les chevaux, c'est, pour moi, c'est très compliqué. Pour te donner un exemple, l'année dernière, j'avais un 6 ans qui était un des meilleurs 6 ans au monde qui, sur papier, valait à peu près 150 000 euros, mais que j'étais incapable de vendre à n'importe qui. Et donc, j'ai fini par le vendre à une fille qui est adorable et qui va s'en... mais pour 3 fois rien. Et donc, enfin, c'est très difficile de gagner de l'argent quand on tient à ses chevaux, Mhm. ou en tout cas quand on veut pas les envoyer euh, vivre une vie de boxe 23 heures par jour et rien allemande, quoi. Parce que ça, c'est 90% de ce qui enfin, les clients, c'est ça, en fait. Donc, si on veut trouver la Ouais. perle rare en tant que client, il faut définitivement offrir quelque chose en échange et ça veut sûrement dire bah, enfin, faire un gros effort sur le prix. Mhm. Oui, mais après, rien ne t'empêche, comme tu le dis, de diversifier et d'avoir un modèle qui te permet de vivre des chevaux, pas seulement et donc très peu du commerce finalement, Ouais. mais de pratiquer ton sport, d'être sur les terrains, mais d'avoir. Je pense que ça fait partie de la réflexion aussi, parce que peut-être que parfois on se dit, je copie le modèle, moi pour vivre en tant que cavalier, il faut que forcément que je fasse, que je vende en fait, mais qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles. Oui, après, c'est vrai que bah, le commerce, ça reste quand même. Sans commerce, c'est très très difficile. Maintenant, évidemment, on peut faire donner des cours, mais ça reste quand même, je veux dire, c'est comparé aux heures, si on doit calculer ce qu'on gagne par rapport aux heures qu'on travaille, Bien sûr. on parle de centimes. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, mais ça, je pense que n'importe qui avec une écurie vous dira la même chose. Moi, j'ai jamais rencontré un propriétaire d'écurie qui disait ah bah, c'est très bien ce mois-ci j'ai eu tous mes samedis dimanches de repos et puis j'ai Hmm. gagné. Enfin, je veux dire, tout le monde en est au même
C'est pour ça qu'ils disent, si tu aimes les chevaux, ne travaille pas avec eux, parce qu'au final, ça Mhm. devient quelque chose qui est tellement qui t'engloutit et c'est épuisant financièrement, psychologiquement, surtout quand on les aime et qu'on veut faire les choses bien pour eux, parce qu'on se rend compte que ça a ses limites en fait, ne serait-ce que financièrement. Donc oui, c'est différent. Après, moi, voilà, j'ai la chance d'avoir un petit peu de liberté financière. Que bon, s'il y a une année et que je vends pas un cheval, je sais que je vais retomber sur mes pieds. Je peux respirer par rapport à ça, mais voilà, après, je comprends que les gens qui vendent pas, là, par exemple, le Sunshine Tour va finir, et il y en a qui, s'ils vendent pas de chevaux avant de partir, ils savent pas comment ils vont payer leurs factures, et c'est des factures qui peuvent s'élever à 60, 70, 80 000 euros, ils ont un plan, ils ont l'idée de vendre tel ou tel cheval, mais c'est vivre avec quand même beaucoup, beaucoup de stress, parce que bah, si je vends pas, qu'est-ce que je vais faire? Les frais fixes sont tels que ces gens sont constamment dans un stress, enfin les marchands, ce qui justifie, enfin ça justifie pas, mais explique pourquoi ils sont tellement durs envers les chevaux, peut-être, parce que ils sont eux-mêmes sous pression. Ouais, non, bah, bien sûr, je pense que c'est ce que tu l'as très bien dit, hein, quand tu travailles, quand c'est tout ton outil de travail, c'est difficile de le traiter comme un être vivant directement, quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu ça. Et en même temps, tu vois, donc on parle de frais fixes, etc. Et en même temps, on se dit que bah, une autre manière de gérer les chevaux, avec moins de box, avec moins de fer, avec plus de foin, moins de... Enfin, tu fais quand même quelques économies non négligeables. Alors, peut-être que as d'autres points de dépense Ouais. qui s'y ajoutent, je sais pas trop, mais dans le mode de gestion, tu gagnes en temps aussi. En temps de nettoyage, Euh, en temps... Non? oui, en temps de nettoyage de box, oui, mais en fait, bah, on en parlait justement avec des amis qui sont propriétaires d'une écurie à Anguin en Belgique, et j'ai une jument à moi chez eux, et ils me disaient que en fait, le temps qu'on passe tous les jours à aller chercher un tel auprès, aller chercher l'autre, le revenir, il disait que son locataire qui a 10 box, ses chevaux sont 23 heures par jour au box, ils ne sortent jamais. Lui, il vient, à midi, il a fini, il a sorti tous ses chevaux, il rentre chez lui, il a fini sa journée. Et il disait ça en rigolant, il me disait ça en blaguant, en disant, bah oui, c'est sûr, les avoir au box, c'est quand même plus facile, quoi. Parce que nous, on est là, Ok. on passe de remettre les bottes parce qu'il faut aller dans la boue, sortir un, ah, il veut pas venir, il y a l'autre qui crie, fermez la porte, il y en a un qui s'échappe. Enfin, les journées deviennent à rallonge parce que on veut que les chevaux soient bien, mais pour nous, les box, au final, ça a quand même été inventé pour ça, pour le confort de l'être humain. On l'a dans une petite Mhm. boîte. Et quand on veut aller le chercher, on le retrouve dans la même petite boîte où on l'a laissé. Et c'est quand même plus Oui, pratique c'est pour vrai. tout le monde. Mais oui, alors oui, on va économiser sur des fers, mais quand je vois ce que coûte en temps et en énergie et en argent certaines transitions, de devoir C'est vrai. mettre des bottes en plastique, en trucs, en collantes, devoir faire parfois des périodes d'arrêt parce que parfois les sabots sont pas fonctionnels de suite parce qu'ils ont été ferrés pendant des années et que ça demande du temps. Et donc perdre encore un petit peu d'argent là parce que le cheval peut pas être vendu ou peut pas partir en concours. Donc c'est pour ça que je comprends que les gens qui vont garder les chevaux 6 mois n'ont aucun intérêt à penser au père-foot parce que finalement ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut changer aussi la nutrition. C'est plus Mhm. facile de donner un grain, le même grain à tous les chevaux blindés d'amidon. Il va pas y avoir un seul cheval maigre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire de. Et nous, on est là en train de jouer avec des minéraux et des machins et des Oui, c'est vrai. fibres. Et souvent, je reçois des chevaux de clients qui étaient peut-être pas dans ce système-là avant. Et la première chose qu'ils font, c'est maigrir. Alors que, i- je veux dire, en point de vue nutri, je suis quand même super, super calée. Et je me dis, merde. On me dit, mais t'es sûr que ce que tu dis, enfin, on met ta parole en doute du coup, parce que bah, les chevaux, le cheval arrive bien et au bout de 6 mois et on lui voit un peu les côtes. Ben oui, c'est normal, il mange du maïs depuis qu'il a 4 ans à raison de 8 litres par jour. Donc forcément, il y a un temps d'adaptation et souvent, ça va d'abord pire avant d'aller mieux.
même si sur le long terme, on sait que c'est ça qui est le mieux pour eux. Mais en fait, d'avoir cette vision long terme, c'est pas forcément adapté aux gens qui veulent faire des résultats, que ce soit de la vente ou des résultats en compétition, en court terme, parce que finalement, eux, ils s'en fichent de savoir comment le cheval va aller dans 10 ans. Mais moi, je pars toujours du principe que peut-être ce cheval va jamais être vendu, peut-être que dans 10 ans, il est encore avec moi. Et je veux savoir qu'il a, voilà, il a jamais eu une céréale de sa vie, il a jamais eu une infiltration, il a jamais eu... Parce que j'ai cette pensée long terme. Mais Mhm. quand on pense court terme, toutes ces choses-là, c'est plutôt des freins qu'autre chose. C'est terrible parce que d'un côté, tu te dis, en fait, en fait, c'est un peu la conclusion. Enfin, je m'en doutais déjà un peu, mais on peut communiquer autant qu'on veut sur le bien-être des chevaux. C'est pas ça le problème. En fait, c'est tout le système du sport Ouais. qui ne permet pas euh, que ça aille plus vite ou qu'il y ait des vraies remises en question en fait autour de ça. C'est très difficile pour les gens qui... C'est des grosses machines, ces écuries-là. Toutes ces écuries qui sont ici, au Sunshine, par exemple. Mhm. Et pour eux, ça n'aurait aucun intérêt et bénéfice à court terme de faire la chose qui est la meilleure chose à faire pour le cheval. C'est-à-dire que l'intérêt du cheval est complètement va à l'inverse de leur intérêt personnel au Bien court sûr. terme. Donc voilà, forcément les gens, après c'est une question d'éthique et il y a plein de choses que je fais qui sont certainement pas dans mon intérêt, mais qui sont dans l'intérêt de mes chevaux et je le fais parce que ça c'est ma priorité, mais pour certains, leur priorité c'est peut-être pas ça. Et bon, d'ailleurs, en règle générale, c'est pas ça, parce que vu ce qu'on voit ici, enfin ici et partout d'ailleurs, Mhm. enfin, je veux dire, je me dis que moi, toutes ces choses que je vois dans les warm-up, par exemple, les autres doivent bien le voir aussi. Euh, mais ça ne pose aucun problème, c'est complètement accepté. Il y a des gens qui ont fait la une pour avoir barré des chevaux, tué des chevaux même, enfin des choses, des scandales, etc. On les entend pas pendant un mois, ils reviennent, ils sont acclamés, ils reviennent de gagner une épreuve, comme si rien... Les gens ont la mémoire très courte en fait, c'est comme si rien ne s'était Mhm. passé. Euh, les sponsors, ça a pas l'air de les déranger plus que ça. Euh, Et les c'est stewards difficile. sur les terrains, non. Ah, mais à l'exception de un ou deux que j'ai peut-être rencontrés, dont je tairai le nom parce que les pauvres, c'est pas forcément bon pour eux ce que je veux dire, mais à l'exception de un ou deux, ils sont là pour servir les intérêts de la FEI. Et c'est-à-dire que s'il y a quelque chose, on fait surtout en sorte que ça soit pas filmé ou pas vu ou qu'on n'en parle pas, mais à aucun moment ils sont là pour protéger les chevaux. On a encore vu le collectif pour les chevaux a partagé une vidéo récemment. Ouais. Je crois que c'était Isabelle Werth ou c'était une cavalière de dressage aussi abominable qu'elle. Et, euh, et le steward vient s'interposer entre sa caméra, alors qu'elle juste elle filme la cavalière en train de faire son warm-up, rien de plus. Donc le steward sait très bien ce qui est en train de se passer, sait que ce qu'elle fait, c'est absolument contre les règles, et au lieu d'interpeller la cavalière, elle interpelle la personne qui filme, comme quoi vous n'avez pas le droit, parce qu'en fait leur but c'est juste de protéger leur image. C'est du welfare washing qu'ils font, ils ont fait des Mhm. campagnes, Be a Guardian. Enfin, je veux dire, il y a personne qui cause plus de détriment au cheval de sport aujourd'hui que la FEI. C'est-à-dire que toutes les écuries de commerce réunies ne feront jamais autant de tort aux chevaux que le système lui-même. Et le système, c'est la FEI qui le dicte. Et tant que ça change pas, tant qu'on n'a pas une fédération indépendante, euh, je veux dire, ça va perdurer. Ça va perdurer. La seule chose qu'ils vont faire au fur et à mesure, c'est de fermer de plus en plus les portes. C'est-à-dire que avant, les gens pouvaient voir les warm-up, maintenant c'est plus possible. Avant, on pouvait filmer, maintenant c'est plus possible. Mhm. Voilà, de plus en plus dans l'ombre.
Mais ils ne vont absolument pas changer leur manière d'opérer. D'ailleurs, c'est de pire en pire, donc il n'y a pas de raison de penser que ça va s'améliorer dans les prochaines années. Hmm. Oui, puis c'est le système, ce système-là, le système institutionnel, mais aussi le système de comment du secteur équestre, du marché du cheval, en fait, aussi, qui... Mm. T'as l'impression que c'est un vase communicant, quoi. C'est-à-dire pour que l'un vive, l'autre doit s'adapter, etc. Ouais, Donc il y a tout ce côté institutionnel. Et moi, je pensais vraiment aussi au truc de... En fait, c'est un problème que les chevaux soient une marchandise, en fait. ouais, Parce que c'est ça. bien sûr. Mais ils n'ont pas de droit, en fait. Donc, à Mhm. partir du moment où on est considéré d'un point de vue, enfin, dans la Constitution comme une armoire ou une balle de Mhm. ping-pong, enfin, Mhm. je veux dire, qu'est-ce que, à part les gens qui viennent de temps en temps, comme moi ou toi ou d'autres, s'opposer, mais enfin voilà, encore aujourd'hui, je me suis opposée à quelque chose que j'ai vu qui était non seulement immoral, mais aussi littéralement à l'encontre des règles que la FEI a elle-même écrites, parce que ça, pour faire des règles, ils sont forts. Et on va voir le steward et on explique que ce monsieur, ça fait 45 minutes que le cheval n'a pas sorti le menton de son chanfrein, enfin de son poitrail, il pouvait même pas voir où il allait. Enfin, il allait littéralement s'écrouler, ce pauvre cheval. Et rien n'a été fait. Et quand je retourne, le chef steward vient me voir et me dit que occupe-toi de tes affaires, que ici il y a rien à voir et que tout va très bien et que c'est pas à moi de faire ça, c'est pas mon job, c'est leur job. J'ai dit, mais faites-le alors. Mais leur job, c'est de protéger. C'est comme au JO, on les a vus sortir de la piste et le gars fait une mascarade en faisant mine de tester les museroles avec ses doigts, enfin mais c'était une mise en scène pathétique où on voit très bien qu'il y a rien qui rentre entre la muserolle et le chanfrein du Mhm. cheval, mais ils essayent devant les caméras de se mettre sous un certain angle et pour donner l'impression oui, il y a des choses qui sont mises en place pour le bien-être des chevaux, etc., etc. C'est faux. C'est faux. Moi, ça fait des années que je suis en concours. On m'a jamais mis une fois, on m'a jamais demandé, ni à moi, ni à personne d'ailleurs. L'outil là qu'ils ont sorti pour tester les muserolles, on l'a encore jamais vu utiliser ou que ce soit. Euh, Il n'y a pas de, ça va pas dans leur intérêt de s'occuper de ça en fait. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas très positif, mais Non, effectivement. non, mais Mais après il en y a fait, c'est bien de le l'espoir de, soulever aussi. C'est bien de le soulever. Et en fait, je pense qu'il faut s'interroger parce que t'as quand même. Il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment sincèrement les chevaux. ouais, Il y a beaucoup de personnes qui aiment les chevaux différemment. Et tu l'as dit aussi, qui, pour continuer à les aimer bien, sortent du secteur ouais, équestre aussi. de plus en plus. C'est mon cas, hein. Ouais, À un moment donné, je me suis dit, bah, moi, même si j'étais vraiment, dans mes dernières années, j'ai eu des excellentes conditions, mais il y avait quand même cette pression, ce stress ouais, où tu te dis, et pour toi, mais du coup, si toi, t'es pas au taquet, ça se enfin, tu peux pas, répercute. ça se répercute sur les chevaux, et puis même t'essaies le meilleur du monde, bah, il y a quand même des situations où tu te dis, je veux pas ça pour lui, quoi, c'est Mhm, pas, ça colle pas. bien sûr. Euh, donc c'est trouvé, mais ça fait naître aussi d'autres modèles, d'autres business models pour. Il y en a qui arrivent ensuite à se transformer et à trouver d'autres manières de vivre de leur passion, mais avec d'autres modèles. Donc je pense que c'est important quand même d'en parler, c'est écouter et à un moment donné, enfin, on parle beaucoup de la licence sociale, la pression sociale, elle est là en fait. Mm, Donc, tu peux pas cacher éternellement ce qui se passe. Il y a des voix qui vont continuer à s'élever, comme la tienne, mm. comme d'autres. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la majorité dans le cœur du sport, mais plus Mais ça c'est de va, plus en plus plus, c'est là, en fait. bien sûr. Et tu as des modèles, je pense à Jessica Van Bredow, Mm, qui fait partie des tops au niveau international en dressage. Et tu vois qu'aujourd'hui, elle montre tout ça, elle ouvre les portes de ses écuries.
Et oui, il y a toujours des choses à améliorer, mais tu vois que déjà, elle tranche avec tout ce qu'on peut voir dans sa manière, en tout cas dans la gestion de ses chevaux. Ok. Euh, et tu vois, elle a par exemple, elle a ouvert euh, enfin, les chevaux maintenant peuvent se toucher d'un box à l'autre, quoi. Ils peuvent se Oui, groomer oui, c'est entre comme eux. des stabus. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, elle a juste, en fait, elle a pas tout repris, hein. C'est juste qu'elle a enlevé des barreaux, en fait, Ouais, entre les box pour qu'ils puissent se groomer. ouais. Il y en a qui vont au pré ensemble. Elle travaille avec des personnes qui font du horsemanship. Tu vois, j'avais eu aussi ce son de cloche, donc non seulement par ses réseaux, mais j'avais pu interviewer un jeune cavalier espagnol qui vit là-bas et qui est, jusqu'à très récemment, en fait, et travaillait avec elle, enfin, était cavalier pour elle, donc qui a pu lui aussi se former et s'ouvrir à tout ça grâce à elle. Donc, tu as quand Ouais. même des modèles comme ça. Après, enfin, voilà, je pense que ça contribue aussi à ce que, il y ait une pression, une certaine pression qui soit frontale, soit plus subtile et Ouais. qui, en tout cas, j'espère, amène le changement, et cette vision peut-être Oui, un peu oui, plus non, durable mais et positive. il y a pour sûr de l'espoir parce que la pression sociale a jamais été aussi forte, comme tu l'as dit. La prise de conscience enfin, du public a jamais été aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Les gens maintenant ont vraiment envie de voir un changement, l'expriment grâce aux réseaux sociaux. Il y a du bon et du mauvais dans les réseaux, mais ça Mhm. montre quand même que, je veux dire, si c'était pas pour ça, pour ces personnes-là qui regardent, qui critiquent et qui mettent un peu sous une loupe les comportements des cavaliers de haut niveau, il y aurait vraiment rien de fait. La seule raison pour laquelle un cavalier... Après, c'est tellement des petites victoires, mais voilà, hein, ils ont mis un carton jaune à un cavalier qui faisait de l'hyperflexion au JO parce que c'est devenu très public sur les réseaux sociaux et que donc PETA s'en est emparé. Et la dernière chose qu'ils voulaient, c'était PETA sur le bras. Après, voilà, pour qu'ils fassent leur travail, il faut qu'ils soient mis vraiment sous pression, mais ça, c'est le grand public qui fait ça. C'est les propriétaires de chevaux qui vont 3 fois par semaine sauter 40 centimètres. C'est les gens qui, entre guillemets, n'ont pas d'importance dans le sport, mais c'est grâce à eux et à leur amour pour les chevaux que les choses sont en train de changer parce que c'est Mhm. certainement pas les gens du haut niveau qui profitent du système qui vont le changer et c'est certainement pas la FEI qui va changer. Donc si c'est pas les gens, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde, rien ne va bouger, quoi. Mais monsieur et madame tout le Mhm. monde sont en train de se réveiller. Et ça, c'est chouette. Mhm. On verra où ça mène. On est arrivé à la fin de cette interview. Je pourrais continuer assez longtemps comme ça, mais je pense que tu as aussi besoin de te reposer. Je vais aller nourrir mes Euh, chevaux. j'ai juste quelques questions que je pose à chaque invité à la fin des interviews, Ouais. une petite question rapide. Donc la première, c'est si il y aurait un message en particulier que tu aimerais partager à la communauté équestre. Ben, qui continuent de faire ce qu'ils font et de ne pas avoir peur de parler. Il y a plein de gens qui sont témoins de choses dans leur club, vraiment dans leur vie, dans leur environnement local et qui osent pas et il faut parler, il faut dire, il faut défendre les chevaux. Les chevaux ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité à le faire, donc c'est à nous à le faire. Est-ce qu'il y a une personne en particulier, un professionnel du secteur, cavalier ou autre, que tu aimerais écouter dans un futur épisode du podcast? Ouh là là, il y en a plein, mais Euh, Marie-Eugène, dont je te parlais, la podologue en question, elle est extrêmement... euh, enfin, c'est un puits d'information, c'est une fontaine de savoir, et je pense que ce serait très intéressant pour tes auditeurs. Euh, je vais penser à 1000 personnes, mais ce sera une fois qu'on aura fini, c'est toujours comme ça. J'y pense Hmm. toujours trop tard. Tu pourras me les envoyer si tu veux. Oui, je les enverrai. Je suis preneuse. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre ou une ressource que tu aimerais recommander? Le livre je sais même pas si je veux dire son nom correctement, Julie, je te l'enverrai par écrit, mais ça Oui. s'appelle I Can't Watch Anymore. Et c'est Ok. justement, Ah, j'ai vu passer, oui. ouais, Hmm. c'est un livre un peu justement qui explique
comment on en est arrivé là et ça met un peu le focus et les chevaux, enfin l'abus au cœur des sports. C'est plutôt centré sur le dressage, mais peu importe parce que c'est dans toutes les disciplines au final. Mhm. Et c'est pas le livre le plus drôle, mais c'est définitivement un sujet important et ouais. Ok. Et dernière question, il y a aussi une liste des chansons préférées des invités, une playlist, et je vais te demander si tu voulais en ajouter une. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la playlist? Il y a de tout, hein. En ce moment, c'est Where's My Husband comme de 20 fois par Bien. jour. Ouais, Ok. c'est pas très original, mais c'est la chanson du Mais moment. c'est bien, c'est ça. Elle est entraînante. Ouais. Super, bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant et merci Bah, pour merci à toi. bah, ta sincérité, ta transparence, c'était vraiment Merci chouette à de pouvoir toi discuter. et félicitations pour ce chouette podcast qui parle de sujets. On devrait en parler 10 fois plus. C'est des sujets importants et ouais, félicitations pour ça. Continue. Et c'est ainsi que nous concluons l'épisode d'aujourd'hui. Si vous souhaitez suivre Cassandre et découvrir un peu son travail, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Comme toujours, l'ensemble des informations et des liens mentionnés au cours de cette interview sont disponibles dans les notes de cet épisode. Et comme d'habitude, je prends un moment pour remercier celles et ceux qui prennent le temps de laisser un avis, un commentaire ou de partager cet épisode. On s'en rend pas compte, mais en fait, votre soutien permet au podcast de continuer à grandir et d'offrir un espace d'expression à des voix engagées et éclairantes pour le monde équestre, comme celle de Cassandre. Merci encore d'avoir été à l'écoute et d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve très vite dans 2 semaines pour un nouvel épisode.